Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire délocalisé parce qu'en cette fin de semaine avec Catherine, on n'est pas ensemble, on n'est pas au même endroit, donc on le fait par Zoom. On voulait vous parler de deux sujets. Le second qu'on abordera, c'est la question du climat social aujourd'hui de la France, avec notamment la série de plans sociaux qui ont été annoncés et qui vont continuer a priori d'être annoncés, comme nous l'a dit la semaine dernière le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, hein, qui a dit attention, ça fait que commencer, va y en avoir d'autres dans les prochaines semaines, ce qui est assez original de la part d'un ministre de l'Industrie. Et puis il y a aussi cette question des fonctionnaires que le ministre de la fonction publique, Guillaume Casbarian, voilà, il entend mettre ses menaces à exécution sur la question des jours de carence, sur la question de la diminution du nombre de postes, etc. Et donc, ça commence à s'organiser en face contre toutes ces mesures et toutes ces directions voilà, qui est en train de prendre notre paysage industriel. Mais d'abord, on voulait vous parler de la question de l'inéligibilité de Marine Le Pen, parce que c'est ça qui a beaucoup agité l'écosystème médiatico-politique cette semaine. Le parquet, dans le cadre de l'affaire des attachés parlementaires du Parlement européen qui travailleraient enfin, qui auraient travaillé pendant plusieurs années, non pas pour le Parlement européen, non pas pour les députés européens, mais pour le parti. Le parquet a requis 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate de la peine. Alors, il faut rappeler que c'est une peine automatique en cas de culpabilité, de reconnaissance de la culpabilité des élus, en l'occurrence de Marine Le Pen. On va voir si les juges suivent ces recommandations, ces réquisitions plutôt du parquet. Le jugement, c'est important, sera rendu au premier trimestre 2025. Je crois que c'est d'ici avril 2025 qu'il y aura une décision qui sera rendue. Euh, si ça allait, voilà, s'il y avait une inéligibilité pendant 5 ans avec exécution immédiate, d'une part, ça veut dire que Marine Le Pen ne serait plus députée à l'Assemblée nationale, et d'autre part, ça voudrait dire qu'elle ne pourrait pas se présenter en 2027 à l'élection présidentielle. C'est ça que ça veut dire exécution immédiate, sachant que, tout petit point de droit, mais les recours s'il y a une exécution immédiate, ne sont pas suspensifs. C'est-à-dire que si jamais elle fait appel devant une chambre d'appel, puis après ils peuvent aller jusqu'en cassation, etc., la plupart des jugements, normalement, sont suspensifs. C'est-à-dire que, genre, tant que vous n'êtes pas condamné, bah, vous n'êtes pas condamné. Enfin, vous n'êtes pas reconnu coupable. Par exemple, si vous avez des peines de prison à faire ou des amendes à payer, vous pouvez faire des recours, et ça prend des années. Et à la fin, si vous êtes reconnu coupable, alors vous devez payer l'amende ou aller en prison, etc. Exécuter votre peine. Là, ça serait pas suspensif, donc bah, immédiatement, malgré le fait qu'il y ait des recours, bah, elle ne pourrait pas se présenter. Ce qui pose des gros problèmes politiques quand même, parce qu'elle est quand même à la tête d'un des partis les plus importants de France. Elle s'est déjà présentée plusieurs fois à l'élection présidentielle. Et comme l'ont souligné plusieurs responsables politiques, comme Gérald Darmanin, cette question de l'inéligibilité pose question, notamment dans le rapport que l'on a à la question du suffrage universel. Pourquoi, en gros, ce seraient des juges qui décideraient si oui ou non on peut concourir à l'une ou l'autre élection. On a estimé, c'est notamment dans la loi de 2016, hein, il y avait des raisons qui pouvaient faire qu'un juge prenne la décision que vous ne puissiez pas concourir à une quelconque élection, ce que semble remettre en question toute une partie de la classe politique, hein, quand même. De dire non, non, il faudrait qu'elle puisse se présenter, le plus clair ayant été Gérald Darmanin. Lui, il a carrément remis en question de façon assez frontale cette hypothèse que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter en disant que c'était pas possible. Bah, si, c'est possible. Enfin, Ce que je pense, c'est qu'en effet, tant que les recours ne sont pas, on n'est pas allé au bout, il y a un problème à appliquer une peine.
Euh, Ça me paraît, ou alors les recours veulent rien dire. Moi, c'est comme ça que j'avais compris la réserve émise par Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça a à voir aussi, cette question des recours, avec le temps de la justice. C'est-à-dire que c'est quand même, on a un problème avec un temps d'instruction des affaires qui est extrêmement long et qui fait que on a mis plus de 20 ans à juger l'affaire Karachi, qui était celle, vous savez, qui avait entaché Balladur, enfin, qui avait mis en cause Balladur dans le financement de sa campagne en 95. Que Nicolas Sarkozy est toujours non jugé pour un certain nombre d'affaires du financement libyen et des affaires après le financement de sa campagne de 2012. Et on est quand même 12 ans après et c'est toujours pas réglé, quoi. Toutes ces questions-là ne sont pas soldées. Donc il y a un problème du temps de la justice. La justice ne peut pas passer comme ça à toute vitesse, comme un char d'assaut. Néanmoins, là, on a des défauts de moyens qui font qu'on met un temps trop long. Ceci étant, enfin, en principe, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'une peine s'applique avant que les recours soient épuisés. Ce que je crois, c'est qu'on peut imaginer dans le cas, par exemple, ça pourrait tout à fait s'imaginer que dans le cas de Marine Le Pen, le recours soit accéléré de façon à ce que cette affaire soit soldée avant l'élection présidentielle, compte tenu de l'enjeu que cela représente. Mais là, aujourd'hui, Marine Le Pen parle de la mort politique, parce que en fait, c'est bien de cela. Et ils viennent, je crois qu'on en avait parlé dans le dernier débrief. C'est Le Monde qui a révélé cette affaire en fin de semaine dernière. Donc maintenant, il y a 8 jours. En fait, le caractère non suspensif de l'appel. Et c'est ça qui a estomaqué un peu tout le monde et qui a mis de l'émoi en général. Euh, je pense que ça pose. Enfin, y a plusieurs choses. D'abord, le Rassemblement national n'est pas interdit de se présenter. Donc, si Marine Le Pen n'est pas candidate, quelqu'un d'autre se présentera à sa place. C'est certain que ça crée une question politique importante parce que Marine Le Pen a une équation personnelle forte et que si elle réussit, si elle n'est pas autorisée à se présenter, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre n'est pas d'une évidence absolue. Même si le bruit médiatique autour de Jordan Bardella est intense, même si on voit des fils s'allonger devant ces dédicaces, enfin, entre parenthèses, hein, on a vu les mêmes fils immense devant les dédicaces de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas fait pour Nicolas Sarkozy la possibilité même de se présenter en 2017 puisqu'il avait été battu lors de la primaire des droites et que donc le fait qu'on ait une base de soutien ne vous assure pas pour autant un soutien dans la population au sens large, surtout pour l'élection présidentielle. Donc Jordan Bardella, ça paraît quand même une question complexe. On imagine, enfin, même si évidemment Jordan Bardella ne fera pas un résultat piteux, parce qu'il y a un vote Rassemblement national, au-delà de la personne, mais il y a une équation personnelle Marine Le Pen qui porte plus haut le vote. Moi, j'ai l'impression que ça réouvre un peu le jeu politique au sens où ça permet peut-être deux choses qui doivent permettre à la gauche notamment de se réinterroger sur ses réponses. C'est le fait que l'ombre portée de Marine Le Pen ne surplombe pas forcément l'élection présidentielle de 2027. On n'est pas obligé de se retrouver avec Marine Le Pen en 2027 et que donc on peut peut-être prendre le temps de se dire qu'est-ce que on a à proposer et d'une certaine manière ça va pas plaire à tous les militants ardents de l'unité de la gauche, mais d'une certaine manière, ça réouvre le débat à gauche, c'est-à-dire c'est quelle est la réponse que la gauche peut apporter aux enjeux d'aujourd'hui, dans lequel il y a le Front National, mais il n'y a pas que le Front National. Mais même d'ailleurs, si on se pose la question du Front National, le résultat américain montre que le regroupement de toutes les forces
ne gagne pas tous les jours et que parfois elle gagne, comme ça a été le cas au Brésil, où Lula l'a emporté à 51% en rassemblant absolument toutes les forces. Euh, et ça ne lui donne pas une dynamique de dingue pour répondre aux problèmes de la société brésilienne, du pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que notre gauche est étouffée cette ombre portée qui conduit à dire comme unique discours il faut s'unir et qui passe totalement au second plan la question de la proposition politique à faire, tandis que d'autres les formulent, ces propositions politiques, en particulier le Rassemblement national. Ça nous affaiblit, en fait. Je crois qu'il faut qu'on arrive à desserrer l'étau du poids que pèse l'extrême droite au sein même de la gauche, dans ses différentes composantes, pour se remettre en dynamique et que la confrontation ne soit pas jugée par principe comme mortifère. La gauche a besoin de penser, de réfléchir et de proposer, donc de se confronter. Il y a des propositions différentes à gauche, il faut qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent se confronter. Alors, si on va sur l'éclatement multi candidature, c'est sûr que c'est pas génial. Mais là, on n'est pas en 2027 et aujourd'hui, avant de chercher à promouvoir la candidature unique, dont en fait tout le monde comprend qu'elle n'aura pas lieu, on peut peut-être essayer de se dire qu'il faut travailler à faire des propositions qui soient adaptées à notre société, à notre monde. Je te laisse parler, je redirai un truc après sur ça. Ok. Moi, j'ai deux petites choses à dire. D'abord, sur la question judiciaire, très très rapidement, tu as dit que tu as utilisé cette phrase, tu as dit compte tenu de l'enjeu que cela représente, en fait. Et tu as dit, c'est pour ça qu'il devrait accélérer la question, le temps pour les recours. Ben, je pense que précisément, c'est un problème. Parce que, en gros, ça veut dire que les juges prendraient en considération le fait que Marine Le Pen concourt à une élection, en l'occurrence présidentielle, ce qui créerait une exception de fait. Voilà, comme elle se présente à l'élection présidentielle, bah, on va accélérer la justice pour elle. Et surtout, ça voudrait dire que les juges prennent en considération qu'elle se présente à l'élection présidentielle. Donc on pourrait dire que ça pourrait colorer l'ensemble de leur... c'est l'instruction qui doit être accélérée, c'est l'instruction qui est accélérée, c'est pas les juges qui prennent une décision, c'est la justice dans son fonctionnement la justice dans son considère qu'elle doit accélérer le processus. J'entends, mais parce qu'on imagine, moi j'imaginais que ça puisse être une décision du juge de première instance. Dire, bah donc l'appel c'est dans 3 mois. Voilà, on va accélérer. Moi, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que faire cette exception parce qu'elle se présente à l'élection présidentielle, euh, à mon sens, est un problème. Tu vois, face à la justice, on est censé être tous égaux et que bah, s'il y a des problèmes, comme tu l'as très bien rappelé, de temps de traitement des dossiers, d'instruction, etc., des embouteillages au moment des tribunaux, des jugements, parce qu'il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de gens pour faire les instructions, etc., et ben tout le monde doit en pâtir de la même façon. Je veux dire, il faut bien sûr mettre plus de moyens dans la justice, mais je trouverais ça complexe parce que précisément on est en démocratie et qu'on est censé être tous égaux en face de la justice, que Marine Le Pen bénéficie, sous prétexte qu'elle se présente à une élection, bénéficie je suis pas sûre que ce soit un bénéfice pour elle, mais enfin bon, si ça s'accélère, je oui, pense mais... que c'est son avantage, mais bon. Voilà. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, c'est sur la question de l'inéligibilité. Alors j'ai deux choses à dire. La première, c'est que toi, on en a déjà parlé cette semaine et la semaine dernière, tu penses que si Marine Le Pen, qu'il n'y a pas en gros il y a d'autres personnes pour remplir la charge d'être le candidat du Rassemblement. Si, être candidat, oui, bien sûr. Non, mais aussi puissamment qu'elle est remportée, Oui. parce que là, tout le monde dit Marine Le Pen, elle peut gagner en 2027, et tu dis personne n'est à sa hauteur, en gros, pour 2027, notamment pas Bardella, parce que c'est lui qui est souvent cité. Euh, Moi, j'aimerais quand même dire un truc, c'est que cette question de l'extrême droite,
on voit que le mouvement, il n'est pas que national. Enfin, il n'est pas que lié à. C'est souvent les gens de CNews qui le disent. Ils disent non, mais arrêtez de nous dire que la puissance de l'extrême droite en France, c'est à cause de nous. Regardez, dans tous les autres pays, il n'y a pas CNews et pourtant, il y a quand même l'extrême droite très forte, voire au pouvoir. Bah, je trouve que déjà, c'est pas tout à fait faux. Je pense que le mouvement sur lequel s'assoit aujourd'hui l'extrême droite, il s'enracine assez profondément dans notre société et que il va pouvoir, la question de son incarnation, et je dis pas que c'est une question secondaire, c'est une question qui est très importante, Bah, surtout à l'extrême droite, hein. Excuse-moi, surtout mais à la l'extrême droite, question du chef, exactement. c'est pas un Exactement, détail dans la politique, la proposition de l'extrême droite, hein. c'est Un vrai. chef fort et puissant qui, tu vois, conduit le peuple. Mais une fois qu'ils se sont mis d'accord sur cette question, une fois que genre ils réussissent à réaligner en gros toutes les planètes, etc. Je pense qu'il n'y aurait pas trop de problème à ce qu'ils changent de cheval, y compris 2 ans avant la présidentielle. Enfin, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que je trouve de tout à fait dans la mesure où ce mouvement est assis sur un réseau à la fois de militants, un réseau de maintenant de penseurs, d'associations, un mouvement international aussi. On en a parlé avec l'élection de Donald Trump, voilà, qui fait que à mon sens, c'est pas, ça serait pas, évidemment, c'est pas l'idéal pour eux. Il faudrait que ça soit Marine Le Pen qui puisse se représenter, mais ce serait pas non plus rédhibitoire quant à leur possibilité d'accession au pouvoir. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est le risque démocratique que ça ferait peser l'inéligibilité de Marine Le Pen. Parce que, évidemment, si elle est inéligible, d'ailleurs, ils ont déjà commencé à le faire, ils vont pousser des cris d'orfraie, ils vont dire qu'ils sont la victime de juges rouges, et ils vont dire que tout ça, que de toute façon, toute cette justice travaille à leur empêcher d'accéder au pouvoir, voire que c'est la faute de l'État profond, etc. Des rhétoriques qui étaient exactement, par exemple, celles de Donald Trump aux États-Unis. Il a passé son temps, notamment dans le cadre de son procès. Il a même médiatisé son procès, Donald Trump. C'est lui qu'on a fait un espèce de grand show où à chaque fois il sortait du tribunal en faisant des grandes phrases, etc. Ce qui est excessivement problématique parce qu'à partir du... Et d'ailleurs, Marine Le Pen n'est pas la seule à remettre en question l'indépendance des juges ou l'orientation de la justice, etc. À gauche comme à droite, il y a plein de gens qui sont tentés de le faire. Or, la justice est un des piliers de notre République, mais aussi une des conditions de notre démocratie. Et si on le remet en question trop violemment, comme là, ça pourrait l'être par l'extrême droite, parce qu'ils ont souvent l'habitude, lorsqu'ils s'attaquent à des sujets, de le faire violemment, euh, même si c'est en contradiction avec ce qu'ils racontent d'habitude, hein, parce qu'ils trouvent que la justice est trop laxiste, là, tout d'un coup, elle serait trop dure. Bon, ils changent d'avis comme de chemise. Mais le fondement de cette affaire, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui pourrait considérer au même titre que Marine Le Pen, hein, parce que je rappelle que quand même elle pèse beaucoup dans l'électorat, dans la société, etc., qui pourrait considérer que bah, la justice, c'est tous des pourris. C'est tous des pourris et ils sont contre le Rassemblement national. Et alors là, si vous avez 35% de la population qui commence à considérer que bah, la justice, c'est vraiment de la merde, bah, je donne pas cher de la survie de notre démocratie à court terme, quoi. C'est d'ailleurs un des gros problèmes qui pèse aujourd'hui sur la société américaine. Donc, bah, voilà, il va falloir aussi suivre les rhétoriques et les arguments qui seront avancés par les tenants de l'extrême droite et la façon dont ça va infuser dans notre société. Mais honnêtement, je crains le pire, hein. Cette question du lawfare, c'est-à-dire utiliser la loi pour mettre de côté des adversaires politiques. J'ai déjà entendu là, dans les jours derniers, les responsables du RN utiliser ce concept et dire voilà, on est les victimes de l'État profond. Bah, Bah, écoute, moi, ce que je pense, c'est que le fait que la justice n'est pas indépendante et qu'elle est sous la direction du pouvoir politique, c'est ce qu'ils pensent. Et en tout état de cause, c'est-à-dire quand ils la trouvent trop laxiste, ils pensent que les instructions ne sont pas données pour avoir une justice ferme comme elle se doit. Et là, en l'occurrence, ils réaffirment que la justice est aux ordres de l'État. Et c'est Jean-Philippe Tanguy, le député porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée,
qui l'a dit de façon le plus clairement du monde, en disant le Barnier a choisi la censure. C'est-à-dire, en gros, il considère que la condamnation de Marine Le Pen, si elle intervenait, déclencherait la censure de façon inéluctable, parce que les juges auraient donc répondu à l'injonction du pouvoir de mettre hors d'état la candidate du Rassemblement national. Donc, je pense que c'est pas, y a pas de contradiction. Ils ont toujours pensé ça. Ils ont toujours dit ça, que la justice, et ils pensent que c'est légitime. Non seulement ils pensent que c'est vrai, mais ils pensent que c'est légitime parce qu'ils pensent que on ne peut pas être au-dessus du politique. C'est-à-dire le peuple souverain, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune vision de ce qu'est l'état de droit, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vision de la séparation des pouvoirs et du fait que justement l'État doit se soumettre à la justice et aux lois qui sont édictées par les parlementaires. D'ailleurs, la justice est rendue au nom du peuple français. Hein. Oui, oui, mais c'est pas leur conception des choses. Eux, ils disent c'est le politique. Quand ils disent on est contre la justice, le pouvoir des juges, c'est-à-dire qu'en fait, ils opposent le pouvoir démocratique au pouvoir des juges. Parce que profondément, ils n'ont pas, et c'est ce que l'on voit dans tous les pays qui sont dits illibéraux, c'est-à-dire c'est des pays où on élit, et bien sûr, les dirigeants, mais ce sont des dirigeants qui sont au-dessus des contre-pouvoirs qui doivent régir le pays. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça euh, par, euh, par hasard. Mais je ne sais pas si vous avez vu qu'en Italie, Giorgia Meloni et son gouvernement viennent de limoger les principaux directeurs des musées italiens. Dans sa quête il s'est explicitement dit comme ça, hein, de reformuler un imaginaire italien, et donc un imaginaire néofasciste. Ils s'attaquent directement aux nominations et ils font des nominations politiques alternatives à ceux qui étaient en place. Et là, on est dans un peu ce processus-là, c'est-à-dire elle a été élue et elle s'affranchit des principes et des règles qui font que on n'est pas nommé directeur d'un musée parce qu'on est en allégeance avec tel ou tel pouvoir, mais en fonction d'un certain nombre de compétences, etc. Et donc, ils sont en train, c'est ce que vient de faire Trump aux États-Unis, hein, c'est-à-dire que sa nomination qu'il demande, et il demande que les gens qu'il nomme passent outre l'agrément du Sénat, parce qu'il avait eu des déconvenues en 2016. Certaines des personnes qu'il voulait nommer ont été récusées par le Sénat, y compris un Sénat républicain, donc qui demande qu'on passe outre. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de détricoter tout ce qu'ils contestent et détricotent dans les faits, quand ils sont au pouvoir, les éléments de contre-pouvoir qui limitent la place de l'État et son rôle. Et là, en l'occurrence, sur la question de la justice, ils contestent depuis le départ la place, ils considèrent que la justice doit être asservie au pouvoir politique. Ça, c'est la première chose que je voulais préciser. Et la deuxième, et qui est un phénomène mondial qu'on est en train de voir à l'œuvre. C'est pour ça que les élire, c'est vraiment grave. Parce qu'il n'y a pas de réversibilité. Enfin, je veux dire, ils détricotent et ils défont des choses qui sont très fondamentales. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un débat qui s'ouvre à l'intérieur du Rassemblement national. Et c'est pour ça que moi, je plaide pour que la gauche se mette à gamberger sérieusement. Dans le débat qui s'ouvre, c'est que Bardella n'est pas tout à fait sur la même ligne que celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen pense qu'il ne faut faire ni gauche ni droite et que le socle du Rassemblement national, c'est les catégories populaires et classe moyenne. On est le parti des BTS et on est le parti de la France rurale et profonde. Tandis que Bardella, et on l'avait vu notamment lors de la législative où il a fait des évolutions dans le programme pour complaire à la bourgeoisie et à ses dogmes et ses principes de ce qui est efficient sur le plan économique. Et on a vu aussi ce bordel se reproduire là pendant la session de discussion du budget. C'est-à-dire qu'il y a une partie du Rassemblement national qui fait un diagnostic autre, qui pense qu'on ne peut pas gagner le pays sans gagner les classes dirigeantes
et que il faut leur faire les cadeaux et leur montrer patte blanche sur le plan de la politique économique et sociale. Et par ailleurs, et c'est ça qui me paraît encore plus intéressant à réfléchir, c'est ils considèrent qu'en fait, dans le monde populaire, la question des protections sociales, de l'État-providence, etc., etc., n'est plus au cœur des demandes sociales. C'est-à-dire que ce n'est plus... Alors, ils avancent bien sûr que c'est la question des migrations et de la sécurité, mais ça, je dirais, Marine Le Pen, elle le prend aussi, ça, dans son escarcelle. Mais elle dit, en fait, je vais vous protéger, on va avoir un État protecteur qui va vous donner une protection en termes social dans lequel il y a la question de l'immigration et la question de l'insécurité dans les rues. Mais je m'oppose, par exemple, ils se sont opposés à la loi qui défait les droits des chômeurs ou à la remise en cause sur les retraites, etc. C'est-à-dire qu'elle est sur le terrain de ce qui est la demande sociale, c'est une protection et que l'État assure cette protection sur les différents plans qui sont attendus par les Français. Alors que l'analyse qui est produite par une partie de l'extrême droite, et je crois que cette partie de l'extrême droite dit aussi un élément de la vérité, c'est qu'il y a une partie, et notamment de la jeunesse, et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant que ce soit Jordan Bardella qui le porte, qui ne croit plus à l'étape, aux protections apportées par l'État social, qui n'y croit plus, d'abord parce que de fait, concrètement, il n'y accède pas, et d'ailleurs il y a beaucoup de non-recours aux droits, et où les droits sont détricotés. Et par exemple, le fait que chez les jeunes, on pense qu'il n'y aura pas de retraite, qu'ils n'auront pas droit à la retraite, et que donc on ne compte pas sur la retraite par redistribution et la solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est toute l'idéologie entrepreneuriale a énormément progressé. C'est la moitié des jeunes qui rêvent de créer leur entreprise. C'est-à-dire que ce qu'ils demandent, c'est plus des possibilités de se construire leur propre emploi et leur propre travail, plus que d'accéder à un statut de salarié avec des protections fortes. Donc c'est plus ça qu'une partie de la jeunesse voit. Et je pense qu'il faut le regarder. C'est-à-dire que quand je dis, je pense que par exemple, la crise du salariat, elle est aussi ancrée dans la manière d'être dans les entreprises. Dans les entreprises, il y a beaucoup de souffrance du statut de salarié avec des hiérarchies à la con, avec une organisation du travail qui ne convient pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par exemple, pour ce qui concerne une partie de la jeunesse, elle constate qu'elle n'a pas d'emploi ou qu'elle a des emplois très subalternes et non qualifiés, non reconnus. Et par exemple, d'être chauffeur Uber devient une perspective et un horizon avec, on est chauffeur Uber, deux, on progresse et le progrès dans la hiérarchie. C'est pour ça que ça ne s'oppose pas forcément. Tu deviens chauffeur de bus. Tu commences chauffeur Uber, tu deviens chauffeur de bus. Là, c'est super parce que tu intègres une grande entreprise avec des droits et des statuts. Donc, les gens peuvent... Enfin, c'est aussi Mimi qui le racontait dans le livre qu'il a publié l'année dernière. Il racontait très bien ça, cette façon d'imaginer comment on s'en sort. Et que la réponse, elle ne peut pas juste être élargissement du statut du salarié à tous et tout au long de la vie. Ça, je crois que ce n'est pas tout à fait raccord avec ce qui est l'expérience vécue et les attentes. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose à ce que tu viens de dire, parce que, en gros, là, toi, tu montres les évolutions ou les débats à l'intérieur de l'extrême droite et du Rassemblement national par la façon dont ils comprennent la société. Et je Ouais, pense que c'est tout à fait juste, mais il y a aussi une autre chose qui est en train de se passer, et d'ailleurs qui est liée aussi un peu à ça, c'est la recomposition des droites et des extrêmes droites. Et c'est-à-dire que ce que tu racontes correspond exactement à l'arrivée dans l'extrême droite d'une partie de ce qu'auparavant on appelait la droite, qui est en train, donc on pense notamment à Éric Ciotti, etc. Mais évidemment, qui porte à droite la question de l'État social, ce sont les gaullistes, historiquement, quoi. Et
on voit mal les gaullistes aller du côté de l'extrême droite. Et donc ceux qui vont du côté de l'extrême droite, bah, ce sont précisément ceux qui veulent détricoter cet État social, ceux qui ne comprennent pas trop ce que veut dire le concept d'État-providence. Je veux dire, lorsqu'on écoute parler Éric Ciotti et consorts, ou ceux qui font partie y compris dans une certaine mesure Laurent Wauquiez, etc., chez les LR. Laurent Wauquiez, c'est un peu différent, je dirais encore. Il zigzague beaucoup, hein, mais il y en a beaucoup chez J'aime les pas les LR. gaullistes, hein, Laurent Wauquiez, son Comment? parcours politique, c'est pas les gaullistes. Hein, Non, non, justement, il non, vient non, pas c'est de pas les gaullistes. gaullistes, mais en même temps, parfois, enfin, je trouve qu'il change beaucoup. Il vient de la famille orléaniste, hein, clairement. Orléaniste, exactement. Donc, c'est pas. Et d'ailleurs, c'est Exactement. le mot qu'emploie Bardella. Hein. Il veut faire l'alliance de l'extrême droite avec les orléanistes, c'est-à-dire avec Avec les les libéraux. orléanistes. Les orléanistes Exactement. et les libéraux. C'est les libéraux. Et donc, tu vois, il y a ce raccordement qui, dans une certaine mesure, ne doit pas tellement plaire à Marine Le Pen. Parce que, effectivement, elle est. Je pense que déjà, elle n'a jamais été une très grande partisane de l'union des droites. Hein. Enfin, je veux dire, c'était pas son cheval de bataille principal. Et puis, dans une deuxième. Mais même si elle en a besoin quand même pour pouvoir accéder, je pense, enfin, dans sa tête, dans sa stratégie, à la présidence de la République. Mais voilà. Ce débat, la façon dont aujourd'hui le Rassemblement national, notamment au niveau de son équipe dirigeante, on va dire, s'enrichit de ces gens qui viennent de la droite orléaniste et néolibérale, ben, met en péril finalement le leadership intellectuel de Marine Le Pen. Ouais, c'est clair. Et tout pourrait s'accélérer parce que, après, j'avoue que j'essaye de comprendre dans quelle mesure Éric Ciotti est intégré en fait à l'appareil idéologique, et son parti, hein, Éric Ciotti, à l'appareil idéologique du Rassemblement national et que j'ai toujours pas très bien compris. Je pense qu'il est Mm. très indépendant, même Mm. s'il pèse quand même, ils doivent beaucoup se parler, etc. Et qu'ils font à l'Assemblée nationale, etc. Ils vont dans la même direction, mais il est quand même pas au bord du Rassemblement national, enfin pas Oui, c'est encore. plutôt l'influence ce qui reste de l'influence des maigretistes, donc de la scission de 98, qui étaient justement ceux qui ont porté cette idée de l'union des droites, et on sait que ils ont été réintégrés dans le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en fait, bon, sauf Marion Maréchal qui elle a fait sa forte tête et est partie avec Zemmour, et donc là, elle n'est pas en train d'être réintégrée, mais beaucoup, et notamment le directeur de cabinet de Marine Le Pen, est un ancien maigretiste. C'est-à-dire qu'en fait, on a permis à tout ce courant, qui était donc partisan de l'union des droites, de reprendre place à l'intérieur du Rassemblement national. Ça s'est fait à bas bruit, mais ça s'est fait, quoi, cette réunification de l'extrême droite qui avait scissionné en 98. Je pense que le fond de ce que Marine Le Pen pense et qu'elle énonce, c'est si l'extrême droite est de droite, et si elle redevient libérale, reaganienne, comme l'a été son père dans les années, à la fin des années 80, ben, ça ne marchera pas, parce que son analyse, c'est pour ça que c'est vraiment important comme question, son analyse, c'est que la France est structurée par un rapport à l'État, un État fort, un État protecteur, et avec des services publics et des protections sociales, et que c'est cette mise en cause qui crée crise dans le pays, et qu'elle se fait fort d'y apporter une réponse, notamment en retrouvant l'esprit français, en foutant tout le monde dehors, etc. Donc, elle, c'est son analyse, c'est une analyse sur la France de longue durée, quoi. Et les autres, ils disent non, mais ça, c'est terminé, on est embarqué dans la révolution néoconservatrice, nouvelle vague qui s'est déclenchée depuis une dizaine d'années, quoi. Voilà, donc, Ouais. enfin, je pense pas que je pense que cette ouverture permet à des gens de droite de se dire qu'ils peuvent rentrer au Rassemblement national, faire alliance avec le Rassemblement national, mais c'est vraiment un débat interne au RN qui est de longue durée, sur longue portée, qui se règle en général à la schlag. C'est sûr que là, elle est un peu fragilisée pour régler ces débats, et de toute façon, elle a autorisé, elle a permis, elle a voulu la réunification des familles de la droite, y compris libérale, quoi, de l'extrême droite, je veux dire.
Mais ceci étant, dernier tout petit truc à propos de la droite, et après on va passer au deuxième sujet. Le dernier tout petit truc qui m'a frappé, c'est la déclaration de Barnier cette semaine qui dit il faut un candidat unique de la droite, sinon on aura un Le Pen face-à-face Mélenchon. Le Pen-Mélenchon. Bon, alors donc ça fait fi de la discussion qu'on vient d'avoir sur le risque que Marine Le Pen ne puisse pas être candidate, mais ça veut dire aussi que du point de vue de Michel Barnier et d'une partie de la droite, ils ont besoin d'une certaine manière, de mettre un pare-feu par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ce qui les menace, c'est l'absorption de la droite par l'extrême droite. Mmh. Ils sont vraiment menacés par ça. Et alors, l'offensive idéologique de Retailleau, avec des relais comme celle qu'il a eu avec Gasparian, qui a félicité Elon Musk, au cas où vous ne l'auriez pas vu, il a félicité Elon Musk pour sa nomination. Euh, il y a vraiment une porosité extrême droite qui s'affirme et qui n'est pas simplement du côté des LR, hein, parce que Casparian, il n'est pas du côté des LR. C'est un macroniste qui se laisse convaincre par l'idéologie trumpiste. Donc, je pense qu'il y a la perception dans une partie de la droite que là, il y a le feu au lac et que donc, il faut qu'ils arrivent à faire une proposition unifiée pour que tout le monde ne se barre pas du côté de l'extrême droite et pour pouvoir avoir une chance de se maintenir au pouvoir. Et je crois que c'est un des enjeux essentiels de cette affaire de socle commun qu'essaye de faire Macron depuis cet été, c'est-à-dire comment construire une proposition politique de droite libérale qui ne soit pas d'extrême droite. Et je trouve que c'est l'expression qu'a eu Barnier en est l'expression, enfin une affirmation forte, avec cette tentation du côté de l'extrême droite, enfin une aspiration par l'extrême droite, et aussi une crise à l'intérieur des alliés de la Macronie, avec notamment le MoDem, dont on se souvient qu'en 2007, pardon, il avait appelé par exemple à voter Ségolène Royal face à Sarkozy. C'est-à-dire que le MoDem peut être tenté de quitter l'espace de la droite pour aller s'allier avec une social-démocratie en voie de reconstitution. Donc, il se préoccupe là c'est vraiment l'arrière-plan de toute cette affaire de socle commun, c'est est-ce qu'on est capable de réunir le MoDem, les macronistes et les LR pour reconstituer une proposition de droite solide face à la gauche et face à l'extrême droite. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas. Voilà. Et même, je vais dire profondément, pour l'instant, ils n'ont même pas mis le travail sur le métier, quoi. C'est-à-dire que ils essayent, bon an, mal an, Quand même. Et dans les faits, ils s'y attellent hein, quand même. Alors, Là. non, mais justement, alors je ne sais pas ce que tu appelles dans les faits, si c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Non, je parle au gouvernement, plutôt au gouvernement. Barnier, je pense qu'il s'y attelle. Je pense que c'est ça la mission politique de Barnier. Non, mais j'entends que c'est sa mission politique, j'entends que en gros, il essaye de tenir, de faire des déclarations, etc. Mais il n'y a pas de travail idéologique, il n'y a pas de construction. D'abord parce que je n'ai jamais entendu Barnier, ni dans son discours de politique générale lorsqu'il a commencé son mandat, entre guillemets, ni depuis. Macron ne parle plus sur les questions nationales, mais personne n'a donné de véritable direction. Dit genre, bon, bah, où est-ce que tout ce monde-là va, à part dire on va essayer de colmater les brèches d'un bateau qui prend l'eau. Bon, je ne vois pas trop. Ils nous disent oui, on va avoir des majorités sur les projets, etc. Mais il y a, je ne sais pas moi où ils vont, hein, ces gens. Et ils ont fait et d'ailleurs, moi ça m'a fait assez rire quand j'ai entendu dire les gens du dit socle commun, oui, mais de toute façon, le budget de la gauche, c'était n'importe quoi, on comprenait pas la direction, là, le budget amendé du nouveau Front populaire. Mais j'avais envie de dire, non, mais vous avez vu le vôtre, celui que vous avez proposé, mais c'était tout aussi incompréhensible. Et d'ailleurs, à l'intérieur à la gauche, il est plutôt cohérent, moi j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé que c'était assez cohérent. D'ailleurs, tout le monde a très bien compris où ils allaient. Je suis complètement d'accord avec toi.
Mais d'un autre côté, celui qui était proposé en première instance, c'est vrai qu'il allait à l'intérieur. On voyait bien qu'il y avait des directions qui étaient pas tout à fait les mêmes à l'intérieur du budget. Et donc, c'était à ce moment-là que Gérald Darmanin et Gabriel Attal avaient commencé à faire, ah non, bah, genre, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont vraiment pas bien, notamment les taxes sur les riches, etc. Bref, tout ça pour dire que je ne vois pas aujourd'hui où est-ce qu'ils ont l'espace et notamment le temps pour le faire. Parce que comme ils sont pris jusque-là dans les questions budgétaires, ils réfléchissent à ça du matin jusqu'au soir, qui va voter quoi dans les commissions, dans l'hémicycle, etc. Bon, bah, il n'y a pas tellement de temps pour faire un travail qui dépasse juste la question de qui vote quoi, et qui est en vérité une question qui est, pour moi, très importante, mais secondaire par rapport à l'enjeu que tu disais tout à l'heure de où est-ce qu'il veut emmener la droite, quoi. Alors moi, j'ai l'impression, et ça va faire le lien avec la deuxième partie, j'ai l'impression que la conviction profonde de la droite, c'est qu'elle est la seule compétente. Et quand je dis la droite, je dis toutes les figures de la droite. Hein. C'est-à-dire qu'ils pensent que la gauche sont des irresponsables complètement zazous et que l'extrême droite, c'est des clochards, quoi. Voilà. Et que eux ont la compétence naturelle pour diriger le pays. Et que donc, un petit peu, c'est ça qu'essaye de rétablir Barnier. C'est-à-dire, il essaye de rétablir le caractère du mec raisonnable qui sait trouver des compromis dans un moment de difficulté pour essayer de rétablir un peu les comptes publics. Donc, il essaie de rétablir ce qu'il considère être leur force et au fond les attentes des Français, c'est-à-dire d'avoir un gouvernement qui gouverne, d'avoir des gens qui exercent le pouvoir de manière constante et solide. Donc, pour ça que je dis que moi, je pense que Barnier, c'est à ça qu'il s'attelle et que avec difficulté parce que le moment est compliqué. Mais enfin, moi, je trouve que moi, c'était Comment? pas projet. Dire je suis compétent. Enfin, pour moi, ça, on revient à ce qu'a fait Macron pendant 7 ans. Il a dit, cercle de la raison, il n'y a que moi qui ai raison. Et le reste, vous avez rien compris. Et c'est parce que je suis au pouvoir que je suis compétent. Et donc, ceux qui ne sont pas au pouvoir nécessairement, bah, ils disent toutes les alternatives, c'est d'une grand n'importe quoi. Mais je trouve, à titre personnel, que ça ne fait pas projet politique. Ça ne nous dit pas. Tu vas savoir que Michel Barnier est compétent et que ses ministres sont compétents et que Macron est compétent, nous dit pas ce que sera la France dans 5 ans avec eux au pouvoir. Alors moi, je pense que la droite, elle n'a jamais formulé les choses comme la gauche le formule, c'est-à-dire avec ce que tu appelles, ou même l'extrême droite, avec un discours de projet, encore que le livre qu'ont écrit Fossel et Étienne, comment il s'appelle? Au Lyon, Au Lyon, montre qu'en fait, ils sont plutôt que sur du méta, ils sont plutôt sur de l'infrapolitique, mais ils travaillent à la formulation d'une représentation de la France et de leurs propositions, les deux, l'extrême droite et la gauche. Eux, ils estiment avoir la légitimité historique et de mm, l'exercice du pouvoir, encore une fois, exercice du pouvoir qu'ils ont, par exemple, naturellement dans les entreprises. Euh, il y a des tas d'endroits où ils exercent euh, historiquement, donc naturellement, le pouvoir. Mais ce que moi je crois, et c'est pour ça que je dis que ça faisait lien avec la deuxième partie, c'est que ce qui est très, 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 très dangereux pour eux, c'est que justement, leur légitimité de sachant, de gouvernant raisonnable est super mise en cause. mm. C'est-à-dire que entre le déficit incompréhensible qui advient sans que personne ne sache. Et ça a quand même atteint gravement la crédibilité des équipes Macron. Mais le fait, là, ça englobe tout le monde et ça englobe tout ce qu'on appelle les élites, hein, c'est-à-dire les élites politiques, mais aussi les élites économiques. La crise économique qui est en train de se déclencher là et dont on présuppose qu'elle va être comparable à celle de 2008. Hein. Ce sont des chiffres analogues à celle de 2008 qu'on est en train d'annoncer en termes de suppression d'emplois et de restructuration. Le fait qu'ils ne l'ont pas vu arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme en 2008, la crise des subprimes qui explose. Enfin, il n'y a pas une bulle économique qui a explosé. Le fait qu'ils ne l'ont pas vu venir et qu'ils n'ont rien à en dire, qu'ils n'ont aucune stratégie pour y faire face, ça, je crois que là, il y a
une grave remise en cause de leur capacité à être naturellement la puissance dirigeante. Et que donc, du coup, ça ouvre la possibilité pour l'extrême droite, d'abord de les mettre en cause, puisque l'extrême droite remet en cause les élites, et notamment les élites, enfin toutes les élites politiques, les élites intellectuelles et les élites économiques. Donc, ça ouvre cet espace-là et ça ouvre éventuellement un espace pour la gauche si elle est capable de dire c'est justement cette logique que vous avez conduit qui nous met dans le mur et donc il faut en changer. Mais là, les plans qui sont en train d'arriver et les propositions à la petite semaine, mais destructrices, sur le service public et les fonctionnaires, je pense, est en train de saper la légitimité politique de la droite dans ses composantes dirigeantes, quoi. C'est-à-dire, ça va être du MoDem à OLR. Avec un risque quand même sur la question de ces plans sociaux, c'est que leur discours, toi tu dis ils ont des propositions à la petite semaine, mais en gros, leur discours en général, c'est de dire on n'y peut rien. Genre, vous savez, mes bons messieurs, dames, moi j'ai écouté hein, les députés qui à chaque fois sont mobilisés sur les députés de droite, hein, souvent macronistes ou LR, qui sont sur les lieux où il y a les suppressions d'emplois. Ils disent, ah, mais on peut rien faire. Vous comprenez? Genre, l'entreprise, elle a sa liberté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et c'est terrible. Et je me suis battu. La plupart, d'ailleurs, mettent en avant le fait que depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, même parfois de nombreuses années, ils se battaient pour que l'usine, par exemple, je pense à celle de Cholet, Michelin, puisse rester ouverte. Euh, et donc, il y a une espèce de décorrélation dans leur discours ou de volonté de décorréler la question du politique et de ce que fait le politique de la question industrielle et des entreprises. Complètement n'importe quoi, hein, enfin, mais de Mm. dire, en fait, nous ne sommes pas responsables de cette situation. Ce sont les entreprises font ce qu'elles veulent et puis de toutes les façons, Ça n'a pas nous, porté chance à Jospin quand il a dit l'État ne peut pas tout. On lui a dit bah, exactement. dégage, hein, mon gars. Si tu peux Non, pas, tu non, peux pas. là, je suis complètement d'accord. Non, mais je veux dire, cet aveu d'impuissance, je pense que ça participe de ce que je dis, c'est-à-dire que ça sape leur fondement politique de façon, à mon avis, rédhibitoire. Hein. Je suis complètement d'accord. Et surtout, ça les met dans une position qui est très complexe d'autocritique. Et ça, c'est ce que tu disais aussi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en fait à produire, à se dire que ben, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait est responsable en fait de la situation actuelle. Or, tout le monde le voit. Enfin, je veux dire, là, ça éclate au grand jour et tu sais pas jusqu'à où ça peut aller. Donc, la, la mise en addition en fait de tous ces paramètres les met à mon avis dans une grande fragilité idéologique et politique quoi. C'est-à-dire que là tout d'un coup c'est le roi est nu. C'est-à-dire que comme avant ils n'avaient à proposer que ça, que là ils ne l'ont plus. Ils ont plus à proposer. Là, ils pourront plus nous dire, comme ils l'ont fait depuis des mois, nous dire mais Emmanuel Macron, il a créé beaucoup d'emplois industriels. C'est ce qu'ils ont, ils ont répété ça en 2022 pendant la campagne présidentielle, et puis là, ils l'ont répété aux élections législatives. Vous comprenez, le chômage a baissé, etc. Ben, dans quelques mois, a priori, ce ne sera plus le cas. Ils pourront même pas mettre en avant, même si on peut se poser la question de savoir c'est quoi ces emplois qu'ils ont créés, est-ce que c'est pas des emplois de merde, est-ce qu'on arrive à vivre correctement et à être heureux avec tous ces emplois soi-disant que Macron a permis de créer. Et je pense que, hélas, la réponse est non. Mais là, ils n'auront même pas cet Mm. indicateur-là à mettre en avant. Mm. Donc, qu'est-ce qui va leur rester? Pas grand-chose. Après, il y a quand même un problème. C'est que, en vérité, ce que disent aussi ces plans sociaux, c'est que, il y a un problème qui est de l'ordre du système, du système qui aujourd'hui régit notre économie et en particulier notre économie liée à l'industrie. Et le fait que, je vais répéter ce que j'ai dit, je crois, la semaine dernière, mais le fait que la question du dumping social à l'intérieur de l'Union européenne
européenne ou même au-delà des frontières de l'Union européenne est une vraie question et auquel aujourd'hui on n'a pas tellement enfin, une question à laquelle aujourd'hui on n'a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que comment voulez-vous que lorsque vous êtes une entreprise qui s'appelle Michelin, qui s'appelle Bayer ou qui s'appelle je ne sais quoi, pourquoi est-ce que vous garderiez vos unités de production en France où le coût du travail est relativement élevé? Alors même que vous pourriez enfin produire plus ou moins la même chose, peut-être qu'il y aura un peu moins de qualité, mais on va dire c'est pas grave, ils s'en foutent, en Roumanie, c'est-à-dire dans l'Union européenne, donc il n'y a pas de barrière douanière, lorsque après ils veulent rapatrier, vendre les produits, parce que là pour le coup la France est un plus gros marché que la Roumanie, puisqu'on est plus riche. Ils ne le feraient pas en Roumanie. Et donc, les logiques à l'œuvre, si c'est juste des logiques de rentabilité, s'il n'y a pas derrière de logique sociale, de se dire qu'est-ce que c'est qu'un tissu économique industriel français, etc., de la part des patrons d'entreprise, bon, bah, c'est logique en fait qu'ils délocalisent. C'est logique qu'ils abandonnent les outils de production en France, qu'ils désinvestissent petit à petit et qu'à la fin, ils font, ah, vous voyez, votre outil de production il était tout pourri, alors que, genre, en Roumanie, ils sont vachement forts parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'ils investissent à fond sur les machines. Donc, c'est logique à l'œuvre. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui arrive à y apporter une solution, sauf à dire, bon, bah, on ferme les frontières et on va mettre des énormes barrières douanières aux frontières qui vont obliger en fait une relocalisation de la production. Ce qui est une possibilité, mais ça, c'est la fin entre guillemets, idéal européen où en fait on pourrait vivre ensemble, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc il y a l'idée qu'on va réussir à augmenter le niveau de vie, de rémunération, aligner en gros les pays de l'Est sur les pays de l'Ouest en matière de droit du travail, en matière de conditions de travail et en matière de revenus. C'est pas demain la veille. Donc, enfin, je veux dire, c'est des mécanismes qui sont en cours, mais qui sont très longs. On le voit notamment, par exemple, avec la Pologne, qui est toujours largement derrière l'Allemagne et la France hein, en termes de revenus, par exemple, mais qui augmente. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, je vois pas trop genre, ce que nos hommes et nos femmes politiques, si ce n'est sortir de l'Union européenne, auront à proposer. Parce que ce sera toujours mieux de délocaliser en Roumanie pour construire qui des pneus, qui des voitures ou qui des produits de Bayer, Monsanto, là, des pesticides. Voilà. Je ne vois pas comment on lutte contre la Roumanie. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est deux petites choses rapidos, parce que là, on va fatiguer tout le monde. Mais la première chose, c'est que je trouve que la complexité de la situation que tu viens de dénoncer en partie justifie pleinement l'attitude de la CGT que j'aime bien, dans lequel ce qu'elle dit, c'est qu'il faut un moratoire. C'est-à-dire, elle ne dit pas on arrête tout, on stoppe tout, on fait l'interdiction des licenciements, je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est pas ça. Ce qu'elle dit, c'est elle dit il faut qu'on mette un moratoire, c'est-à-dire que comme on a été capable de mettre l'économie en pause lors du Covid, il faut qu'on mette les plans de fermeture d'entreprises et de licenciement sur pause pour pouvoir prendre le temps de reformuler une proposition. C'est-à-dire, et dedans, elle considère, enfin, Sophie Binet et la CGT, donc elle avec Annès, considère ENT que les salariés, les travailleurs de ces entreprises font partie de la solution et qu'ils doivent être intégrés à la recherche de la solution. Donc il y a l'idée qu'il y a besoin de produire et pas simplement de geler, de produire une autre approche et de réfléchir aux stratégies d'entreprise, et etc., etc. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant de poser la question de la transformation. Ça va ne pas par exemple, Sophie Binet, elle dit on a souvent des propositions pour notamment la transformation des entreprises qui sont obsolètes en lien soit avec le process de production, soit avec la transition écologique, et que donc nous, on a des choses à dire là-dessus. Et on peut y apporter une réponse. Donc, elle met, et ça a à voir avec la discussion précédente, c'est-à-dire qui sont ceux qui peuvent apporter des réponses
et quels sont les détenteurs du savoir pour pouvoir conduire notre économie. Ça, c'est donc la première chose, c'est qu'il y a la prise en compte de la complexité et du besoin d'élaborer des réponses avec tous. La deuxième chose, c'est que j'ai écouté vendredi, je ne sais pas si vous l'écoutez les uns les autres sur France Inter, il y a un débat économique entre Thomas Porcher, qui représente les économistes atterrés, donc on va dire la branche keynésienne de gauche des économistes, et Dominique Seux, le bien connu chroniqueur de France Inter des Échos libérales. Et il parlait de ce sujet-là. Et la réponse de Thomas Porcher, elle était passablement protectionniste, mais pas seulement protectionniste. Il disait qu'il fallait de la régulation, ce qui est évident. Mais ce que lui disait, c'était il faut investir dans l'innovation, la recherche, il faut qu'on soit capable de produire des produits de plus haute valeur ajoutée, et que c'est ça, en fait, c'est pas sur le dumping social qu'on va gagner, mais c'est sur la qualité de nos productions et de nos... Bon, Dominique Seux se fendait la gueule en me disant je vous convie d'aller dire ça à Michelin, qui met des dizaines de millions chaque année dans la recherche. Donc, c'est pas vrai que Michelin ne fait pas ce travail de recherche. Mais au-delà de cette polémique sur qui fait de la recherche, ce que je trouve, moi, c'est que cette proposition de l'économie de la connaissance, elle était déjà, pour ceux qui ont de la mémoire, il y avait eu un sommet à Lisbonne du temps où Jospin dirigeait, donc je sais pas, c'était entre 97 et 2002, disons en 2000, une grande réunion à Lisbonne de tous les pays européens pour dire on va faire l'Europe c'est notre économie, cette économie de la connaissance, et on va investir sur la recherche, la formation, et que c'est ça qui est l'atout de l'Europe. Je pense qu'on n'en voit pas l'implication. C'est-à-dire que je suis frappée en lisant en ce moment, par ailleurs, de nombreux reportages sur les jeunes qualifiés qui sont désabusés quand ils arrivent dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on a monté le niveau de formation, puisque maintenant on a 3 millions d'étudiants dans les universités. Donc c'est quand même on élève le niveau de formation, et c'est à la bonne heure, c'est très bien, mais on n'a pas permis à tous ces gens de trouver des débouchés qui correspondent à leurs attentes dans le monde du travail. Et par ailleurs, on voit pas toujours, est-ce que la France, il n'y a de place que pour les gens qui ont fait des universités, qui ont bac+5. Parce que BTS, quand Marine Le Pen, elle parle des classes populaires, elle dit, nous sommes le parti des BTS, c'est-à-dire bac+2, maintenant on est considéré comme la petite classe moyenne. C'est-à-dire qu'on monte le niveau de formation. Donc, je suis très troublée par l'ampleur de la transformation que cela représente dans le monde du travail, dans l'organisation du travail, dans les objets de production, et dans la possibilité tout simplement de construire un pays qui n'aurait comme base économique que le up, quoi. C'est-à-dire Ouais, que voilà. Non, mais tu as raison, on ne peut pas produire tous les Duralex, ils font des verres, il n'y a pas besoin que d'avoir de la recherche up pour vivre. Et ben, ce que je veux dire, c'est que c'était ça la réponse de Thomas Porcher, qui essaye d'avancer ses propositions. Il y a encore une fois, il y a la proposition que tu as dit qui est protectionniste, hein, dont moi je crois les limites très très grandes, et les risques politiques encore plus. Mais il faut y aller, quoi. Là, faut réfléchir, et il faut trouver pas simplement des réponses à l'échelle de l'entreprise, mais il faut avoir une proposition, une approche de la transformation du monde, l'IA, par exemple. Je veux dire, là, c'est beaucoup d'emplois qui vont être supprimés dans les banques, hein, par exemple. Là, c'est pas que l'industrie qui est aujourd'hui mise en cause dans les plans de licenciement. C'est Société Générale, je crois, qui annonce 1000 suppressions d'emplois à la Société Générale, et c'est le début, hein. Je veux dire, c'est cette transformation qui est liée aux nouvelles technologies. Est-ce que la seule réponse est il faut qu'on monte tous? Et humainement, d'un point de vue intellectuel, j'en vois pas vraiment d'autres, mais je vois bien qu'elle marche pas non plus, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire que
bon, il faut se battre en résistance, mais il faut essayer d'avancer. Produire de la matière Ouais, aussi. Bon, et bien sur ce, on se retrouve la ouais, semaine prochaine. Ciao, ça marche. ciao. À plus. Ciao, ciao.